Voilà, est-ce qu'on peut avoir quelques applaudissements, s'il vous plaît, pour nos 5 intervenants? Merci beaucoup. Alors moi-même, je ne me suis pas présenté, je suis Paul Debrème, j'anime des événements scientifiques et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. On va commencer avec vous, Catherine Staron. Vous êtes vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes et vous êtes en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Alors la santé, c'est pas une compétence de la région, ça n'empêche pas que vous êtes investi dans ce domaine et que vous êtes prête à en parler alors que voilà, la santé n'est pas non plus, ne fait pas partie de votre portefeuille non plus. Tout à fait, tout à fait. Ça marche, ouais. Bonjour à toutes et à tous et ravie d'être là avec vous ce soir. Effectivement, la région, avec un grand R, la région Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr, c'est une collectivité qui est relativement jeune. Pour autant, il faut peut-être revenir à ces compétences qui sont des compétences historiques, qui sont celles d'être bien sûr le chef de file économique, du développement économique, mais également de l'aménagement du territoire. Donc ça, c'est quand même peut-être un des points clés qui est important de rappeler. Pour autant, et je me tourne vers mes deux voisins, on est aussi des élus et on a à cœur aussi de faire bouger les choses parce qu'on a des habitants, on a des entreprises sur notre territoire et qu'on a envie de les accompagner et de répondre à leurs besoins. Alors, vous l'avez bien aménagement, dit, etc., tout ça, ça a des liens avec la santé. Ça a des liens et que je vais pouvoir bien évidemment revenir. Mais peut-être vous rappeler que, bien sûr, les collectivités s'emparent de ces sujets santé et on l'a bien vu à travers donc, la crise sanitaire qu'on a vécue. Le droit public est assez souple et la région finalement a demandé l'accord à personne pour pouvoir lancer un certain nombre de dispositifs importants. Je pense à aller acheter des masques en Chine pour pouvoir justement les livrer sur l'ensemble du territoire, accompagner les étudiants à travers une plateforme psychologique. Donc voilà, je pense qu'on s'est très largement emparé de ces sujets. Et puis hors période de crise sanitaire, c'est vrai que c'est un choix politique de la région d'avoir lancé en mars 2022 un grand plan santé pour le territoire qui va véhiculer des politiques pour pouvoir justement assurer à l'ensemble une proximité de la santé sur l'ensemble du territoire. Et on sait qu'on a des grandes métropoles, mais on a aussi des territoires plus ruraux. Donc ça fait partie de ce plan de travailler aussi sur les déserts médicaux, de pouvoir également permettre une formation aussi plus soutenue aux professionnels de santé et puis d'accompagner ce monde, on va dire, économico-industriel parce qu'on en est très fiers et pour qu'il reste toujours innovant et c'est ce qui fait aussi la compétitivité de notre région au niveau de la santé. On comprend effectivement que la région, donc, elle s'investit énormément dans la santé alors que ce n'est pas sa compétence première. Vous avez l'impression que cette Lyon, sa région, Monsieur Fleury montrait à quel point elle était riche dans le domaine de la santé, dans le domaine de la recherche. Vous avez l'impression que cette région, c'était le bon endroit pour qu'il y ait un projet comme ShapeMed à Lyon qui puisse se mettre Oui, alors absolument. Alors c'est vrai que peut-être revenir un peu sur le domaine qui est celui dont j'ai la charge, sur l'enseignement supérieur, recherche, innovation. C'est important dans un moment comme celui-là de rappeler en tout cas l'importance que la région met sur la recherche et développement dans les politiques de santé. On soutient particulièrement tout ce qui est partenariat public-privé dans la recherche et l'innovation, et puis également des projets structurants, parce que l'objectif, en tant que chef de file, bien sûr, du développement économique, c'est de faire en sorte que la recherche puisse être transposée rapidement, transformée au niveau économique pour pouvoir, bien sûr, apporter des solutions pour l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des utilisateurs. Donc ça, c'est le premier point. Donc on va vraiment travailler sur ces points-là. Et puis c'est vrai que en tant que chef de file du développement économique, on est quand même très fiers, bien évidemment, de la région, de cet écosystème, parce que ça participe à l'attractivité, bien sûr, de notre territoire. Et c'est la raison pour laquelle on flèche un certain nombre de financements sur ces thèmes-là, sur des projets structurants. Alors, je ne vais pas y revenir, mais c'est vrai que c'est pas loin de 140 millions qu'on a fléchés déjà depuis 2016 sur ces projets-là. Et c'est ce qui participe aujourd'hui au dynamisme, en tout cas, de notre territoire. Et c'est important qu'on continue de l'accompagner.
Merci beaucoup, Madame. Donc on voit qu'effectivement la région est active dans tous ces domaines de la recherche, de la santé, de l'enseignement supérieur. Alors à votre côté se trouve Jean-Michel Longueval. Jean-Michel Longueval, vous êtes le vice-président de la métropole de Lyon et vous êtes chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante. Est-ce que côté métropole aussi, il y a une politique de la santé ? Jusqu'à quel point c'est important que vous agissiez en tant que collectivité sur le territoire dans le domaine de la santé? Oui, ça permet de faire bien la distinction entre soins et santé. C'est vrai que si on considère ce qu'a dit nos personnes qui ont introduit, donc Madame Dompnier et Monsieur Fleury, c'est dans la santé par l'OMS, on lit bien-être physique, mental et social. Du côté de la métropole, l'idée c'est quand même toujours de faire de notre territoire un pôle de référence en termes de vivre en bonne santé. L'enjeu, c'est de faire tomber les barrières. Je pense que tout le monde le sait ici, tomber les barrières entre le sanitaire, le médico-social, le paramédical, la médecine de ville, et faire en sorte de multiplier, mais vous l'avez dit, les projets innovants, d'une part, mais toujours au service de fluidifier les parcours des habitants et puis pour qu'ils deviennent acteurs de leur santé. Je pense que c'est l'enjeu, c'est entre autres l'enjeu de CHEPMED. Alors sur les termes de compétences, la métropole, elle n'est pas forcément compétente en soins, c'est sûr, mais elle est chef de file en médico-social puisque avec le pôle personnes âgées, personnes handicapées, c'est 400 millions d'euros et on est dans l'aide aux établissements, l'APA, la dépendance. 400 millions d'euros par quoi? Sur quelle période? Sur un an, quoi. Sur un an. Par année, oui. Bah voilà. Sur un an. On est compétent en termes de prévention et promotion de la santé, mais comme d'autres collectivités, puisque les villes le sont aussi fortement. On en parlera tout à l'heure. Et puis, il y a dans les compétences santé, il y a tout ce qui est PMI, tout ce qui est prévention précoce de la grossesse. Il y a un bus info santé, il y a des démarches aller vers les étudiants en sortie de restaurant de Crous, il y a l'aide aux aidants, il y a l'alimentation. Tout ça, ça fait partie des compétences de la métropole et tout ça, c'est effectivement de la santé publique même. Alors, il y a un concept dont on entend de plus en plus parler, et puis on l'a entendu aussi dans les introductions, c'est le concept de One Health. Alors, certains le traduisent par santé unique, d'autres par une seule santé. Bon, l'idée, c'est qu'il y a trois composantes de la santé, si je comprends bien, la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale, qui au fond, tout cela fait un seul système. Et vous, un concept qui est si global que ça, vous vous en emparez à la métropole? Mais je pense qu'il va falloir s'en emparer tous. Donc la métropole et ses élus sont effectivement persuadés de l'importance de ce concept, qui est passé au devant de la scène avec la pandémie, avec les zoonoses, les maladies infectieuses. Moi, je me souviens avoir participé à un colloque en visio à Vétagro, je crois que c'était en 2021. Et puis à l'époque, on a eu des intervenants qui nous disaient on n'a pas fini, c'est plus d'1,5 million de virus non découverts, c'est 3 à 5 nouvelles maladies par an. J'étais un peu les pétoches, moi, quand j'étais dans ce colloque. 70% de zoonoses, mais pas forcément des animaux sauvages, mais des animaux domestiques. Et puis si vous rajoutez la déforestation, le réchauffement climatique, les pollutions diverses, je crois qu'on a devant nous des enjeux de santé publique. Et l'idée de ce concept, c'est l'idée de CHEPMED, à mon avis, c'est comment faire bouger les choses. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire. Ça ne doit pas rester qu'un concept dont on parle, ça doit être aussi très opérationnel. Je pense que c'est une des premières missions de CHEPMED. À la métropole, mon collègue Pascal Blanchard, qui est vice-président à la santé, on réforme notre programme métropolitain des solidarités et le premier axe de sa feuille de route, c'est faire en sorte de rentrer dans les politiques publiques par ce concept d'une seule santé. Et voir comment toutes les délégations vont pouvoir s'accrocher et pouvoir décliner ce concept dans leur délégation. Mettre de la One Health un peu partout, dans les achats, etc. Disons qu'après, il faut trouver des déclinaisons opérationnelles. Je prends un exemple, c'est l'urbanisme. Par exemple, sur le projet Confluence, qui a été prévu en 2015, c'est marche à pied, végétalisation, lutte contre les îlots de chaleur, des arbres non allergisants, des racines profondes pour la question de la survie, c'est logement traversant, lumière naturelle, aération, et tout ce qui est capteur de pollution externe. Là, c'est le numérique avec les smartphones, parce que c'est aussi apprendre aux habitants à voir comment, dans quel environnement ils vivent. Et donc, avec effectivement en même temps dans ce projet-là, dès 2015, l'idée d'un centre de santé avec une salle de prévention en rez-de-chaussée. Donc comment on peut anticiper quand il y a des habitants qui arrivent, puisque ça va être 17 000 habitants, comment on peut anticiper ces questions de santé. Voilà. Et puis il y a d'autres projets, mais à la région on a beaucoup aussi sur le soutien à la recherche.
Je me souviens Alors, il y a des fois des petits projets. Hein. Je me souviens d'un projet avec l'INRAE qu'on a délibéré il n'y a pas longtemps sur ESADAP, qui est de se dire il y a des moustiques qui sont vecteurs de virus. Et ben, c'est participatif parce qu'il y a 100 habitants de la métropole, 100 habitants. 100 habitants. 100 habitants. Des habitants, quoi. Voilà. Un certain nombre d'habitants à qui on distribue des kits pour qu'ils puissent attraper des moustiques vivants. Et après, les chercheurs vont identifier les virus et après, ils vont nous dire tel virus, c'est ça, et comment on peut passer ça après en prévention dans les politiques publiques. C'est pas forcément un projet très coûteux, mais c'est un exemple aussi de ce que peut être dans une collectivité un soutien à ce concept. Alors après, on verra comment ça se décline. Un exemple très concret, là. Oui, tout à fait. Alors, on a Céline de Laurence au centre. Vous êtes l'adjointe au maire de Lyon en charge de la santé, de la prévention et de la santé environnementale. On voit le mot santé, le mot santé environnementale. On est déjà un petit peu dans le One Health avec vous. Et on a bien compris que ce ShapeMed at Lyon, d'ailleurs, il faudra savoir si on l'appelle ShapeMed à Lyon, ShapeMed Lyon. Enfin voilà, tout le monde se comprend, c'est la même chose. Hein. Mais Madame de Laurence, dans ce projet ShapeMed at Lyon, il y a l'idée de travailler vraiment avec le plus d'acteurs possible, faire participer, y compris la société civile. Et alors, justement, vous avez réussi à réunir du public, des associations, pour ce que vous appelez les contrats locaux de santé. Donc, pour la définition de ces contrats locaux, vous avez réussi à faire participer la société civile. Oui, déjà bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre question. Effectivement, cette dynamique transdisciplinaire. Alors j'ai compris qu'il y avait un sujet entre trans, inter, mais bon. Transdisciplinaire, nous on l'a déjà adoptée dans le cadre du contrat local de santé, pour lequel beaucoup des acteurs signataires sont d'ailleurs là aujourd'hui et je les salue. Et c'est vrai que passer la crise Covid avec laquelle en fait on est entré en mandat, hein, donc moi je suis adjointe au maire de Lyon, passer cette crise Covid, on s'est dit on ne peut pas définir aujourd'hui une politique de santé sans la définir avec les habitants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais 2021, début 2022, on avait encore le poids des couperets qui tombaient régulièrement. On met le masque, on enlève le masque, on fait ci, on fait ça, etc. Quelque chose qui était quand même complètement désincarné et il nous était apparu très important d'associer les citoyens pour déjà faire atterrir ces décisions, essayer de les faire accepter, de les mettre en discussion, essayer de travailler aussi d'autres solutions pour combattre, en l'occurrence là c'était la Covid, et derrière ça, la définition du contrat local de santé, on s'est dit on ne peut pas partir sur une démarche qui soit autre que celle-là, c'est-à-dire autre qu'une démarche extrêmement participative dans laquelle les citoyens aient leur place, dans laquelle les représentants des usagers qui ont une expertise d'usage extrêmement forte, on en parlait à l'instant, ils doivent être partie prenante. Donc effectivement, donc ça c'était le socle méthodologique de la construction de ce contrat local de santé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce contrat, qui est donc un contrat habituellement signé en gros avec la préfecture, l'ARS et puis les grands centres hospitaliers de territoire. Donc là, on l'a élargi à 35 signataires. Mais c'est aussi le choix de dire la politique, et ça rejoint un peu la question que vous adressiez à Jean-Michel Longueval, c'est la santé doit être dans toutes les politiques. Et ça, c'est aussi une manière d'inscrire sur le papier que la santé concernera la biodiversité, concernera la mobilité en ville, concernera les questions de sécurité, concernent absolument tous les champs de délégation, y compris en politique. Donc si c'est le cas en politique, ça doit être le cas bien évidemment en recherche et en formation, et ça doit évidemment être le cas aussi sur les professionnels. Donc j'entendais avec grand intérêt qu'il y aurait peut-être une déclinaison opérationnelle d'un institut de formation à la santé, et j'appelle de mes vœux que cet institut de formation il soit aussi ouvert grand public, parce qu'on a une amélioration de la littératie en santé, des connaissances globales du territoire qui est vraiment apportée avec cette dimension One Health, qui serait vraiment intéressante. Et alors on a souvent l'idée quand on parle de santé, bien souvent on pense aux soins, on pense à ce qui est biologique, on pense à l'humain. Et vous voulez un petit peu effectivement décloisonner. Vous avez créé des outils qui sont assez originaux dans ce domaine-là. Alors notamment cet indicateur, ce baromètre du bien-être. En quoi est-ce qu'il consiste et quelle est la logique derrière la création d'un tel baromètre ?
Alors d'abord, ne m'approprie pas ce baromètre. C'est ma collègue Chloé Vidaille d'ailleurs qui était invitée pour présenter aujourd'hui, pour être présente et qui malheureusement pouvait pas être disponible, qui anime et qui pilote ce projet. Mais en fait, c'est un pari collectif qu'on a fait de se dire à partir du moment où on décrit le fait que le PIB soit le seul indicateur suivi pour l'exécution des politiques publiques quelles qu'elles soient. C'est bien de le dénoncer, c'est bien de dire qu'il faudrait qu'il y ait autre chose, mais il faut quand même essayer de proposer quelque chose. Et il nous est apparu que finalement, un des objectifs principaux de la vie, enfin de l'existence, c'est aussi ce bien-être, avec la définition qui a été rappelée tout à l'heure, donc qui intègre une dimension physique, sociale et mentale, merci, et qui doit être l'indicateur, le livrable de la santé globale. Et pour ça, on a effectivement imaginé de créer un baromètre du bien-être et que ce baromètre, ça soit notre outil d'évaluation de nos politiques publiques et en fonction duquel on réoriente y compris les moyens de la collectivité en fonction des résultats. Donc ce baromètre et cet indicateur, il est bien sûr construit de manière participative, donc avec les citoyens, et il est construit en ce moment avec des réunions dans les différents arrondissements au plus près du terrain et des gens. On va même jusqu'à frapper aux portes des gens pour leur proposer d'y participer. Et voilà. Et donc il a vocation à être cet outil d'évaluation. Donc là, c'est d'innovation méthodologique, c'est d'innovation sociale aussi, parce que la manière dont vous faites en sorte d'emmener tout le monde avec vous, y compris la société civile, voilà, on est vraiment au cœur de notre sujet. Aussi, on voit qu'il y a des briques comme ça qui existent déjà sur les territoires, qui ressemblent déjà à ce que ShapeMed essaye de faire. Alors, on va continuer avec Raymond Lemoigne. Vous êtes, le directeur général des Hospices civils de Lyon, 13 établissements hospitaliers. J'ai vu que vous étiez le premier employeur de la région. Je ne sais pas si c'est toujours vrai. Il dit oui. Il dit oui. Bon. On parle donc du lien entre santé et territoire. Comment est-ce qu'un grand établissement, une grande organisation comme la vôtre, justement, voit ce lien avec le territoire? Comment est-ce que vous mettez ça en œuvre? Bonsoir à tout le monde. Donc moi, je suis un fonctionnaire. Il est fier d'être fonctionnaire, et un fonctionnaire, il est normalement convaincu que la seule mission qui lui incombe est de mettre en œuvre la mission qui lui est assignée par l'État, et donc transformer, préparer notre société aux enjeux du bien-être ou de la préservation du capital santé, ou de la médecine 5P qui a été rappelée tout à l'heure, ou dans le contexte One Health, c'est d'abord répondre à une politique publique. Et en fait, on admet en même temps que les territoires sont divers, que nos populations sont diverses, que les écosystèmes académiques, politiques, sociaux, culturels, géographiques sont eux aussi éminemment divers. Et dit autrement, une politique, pour qu'elle puisse être incarnée, avoir du sens, il faut à un moment donné qu'elle épouse son territoire. Et donc c'est la première déception, c'est-à-dire que je ne suis pas payé pour uniquement appliquer ce que l'État me demande, ce que mon actionnaire me demande. Je suis également, on me demande d'essayer d'intégrer une réalité qui est différente, qui est qu'une politique de santé, c'est la politique de santé de sa cité, de son territoire, de sa géographie, de sa politique. Et la deuxième déception, c'est qu'en fait, une politique de santé, elle n'est pas uniquement propriétaire ou la propriété d'un ministère de la Santé ou des acteurs de la santé ou des facultés de santé, et il manque de chance pour moi, pas plus des CHU. C'est qu'une politique de santé, elle peut être parfois beaucoup mieux traitée par une politique d'aménagement du territoire, par une politique qui renvoie à la capacité de donner la possibilité à chacun des citoyens de préserver son capital santé et de lutter contre certaines assignations sociales, culturelles et géographiques. Et à partir de là, la question qui est posée, que vous me posez, c'est le CHU dans son territoire,
c'est le CHU qui doit apprendre à travailler avec d'autres disciplines que les disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques. C'est un CHU qui doit apprendre à travailler avec les acteurs de sa ville, de son territoire, qui peut être le service de santé des armées, mais qui peut être aussi les grandes collectivités territoriales qui se sont exprimées jusqu'à présent, les organisations de santé qui représentent les grandes agences internationales et qui sont très fortement présentes à Lyon, et évidemment les universités, puisque nous sommes ici aussi pour essayer d'incarner ce que peut être de l'interdisciplinarité ou de la transdisciplinarité, si on estime qu'on n'est pas uniquement en train d'essayer de faire côtoyer des disciplines les unes à côté des autres, mais on essaie de répondre à des questions qui dépassent chacune des disciplines. Ça, c'est un chantier en cours, cette ouverture. C'est-à-dire que soit il faut à un moment donné imaginer c'est quoi un CHU. Le CHU, c'est pas uniquement la superposition de toutes les spécialités universitaires. Pour les spécialistes, c'est pas uniquement tous les disciplines représentées par le CNU Santé. Voilà. Demain, le CHU, c'est un CHU qui devra intégrer un pôle de sciences sociales. C'est un CHU qui devra structurer de la médecine environnementale. Un pôle de sciences sociales, c'est-à-dire que vous aurez des scientifiques à bord, si je puis dire. Ça veut dire qu'il y aura des psychologues. Il y en a déjà des psychologues, mais il y aura encore plus des psychologues. Il y aura des philosophes, il y en a déjà. Il y aura des ingénieurs, mais il y en a déjà plein. Mais en fait, la dimension ne sera plus mise au service de chacune des spécialités médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou biologiques. C'est la capacité, y compris à l'intérieur du CHU, et le CHU dans son environnement, à gérer la transdisciplinarité. Mais avec l'idée de ne pas être uniquement dans une démarche où, là, évidemment, on essaie de répondre à des enjeux scientifiques, c'est-à-dire on traite des questions liées, comment on développe des connaissances, on essaie de construire des projets, des nouveaux programmes scientifiques, on va y revenir, mais on essaie aussi, à un moment donné, de répondre à un enjeu politique, qui est de dire comment je protège la population, comment je vais vers nos concitoyens qui ne bénéficient pas des politiques de protection auxquelles ils peuvent avoir légitimement droit, comment le CHU participe, comme Céline l'a rappelé, à la révolution de la formation, et ce que les facultés de santé et l'université font tous les jours. Merci beaucoup. Et à votre côté, Olivier Exertier, dont vous êtes conseiller auprès de la directrice du Centre international de recherche sur le cancer, donc le CIRC, et vous êtes vous-même en charge de la stratégie et de l'organisation. Alors voilà, le CIRC, agence de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, il y a 55 nationalités qui travaillent au CIRC, et vous faites de l'épidémiologie statistique à l'échelle mondiale, la compréhension des mécanismes du cancer, etc. Alors vous avez donc une focale mondiale, et vous êtes là dans une table ronde sur le territoire. Alors comment est-ce que vous travaillez les deux bouts, si je puis dire ? Comment est-ce que vous voyez votre intégration, cette réflexion sur le territoire, les territoires, pas forcément lyonnais, mais voilà, il se passe des choses quand on parle de cancer et de territoire. Bonjour à tous. Oui, alors effectivement, la dimension territoriale est très structurante pour notre mission qui vise à renforcer les collaborations internationales pour une meilleure compréhension et prévention des cancers. Donc, autrement dit, on est sur une action complémentaire à celle décrite par mon voisin, qui assure la prise en charge, le soin. Nous, on investit en priorité sur la prévention. Alors, pourquoi la prévention ? C'est quand on regarde les données qui sont produites par mes collègues épidémiologistes, parce qu'il faut savoir que les données de référence et toutes les bases de données utilisées à l'échelle mondiale telles que GloboCan sont construites ici à Lyon par des spécialistes qui agrègent les données de 187 pays dans le monde. Ces données, elles montrent quoi ? Qu'aujourd'hui, il y a près de 20 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde, dont 10 millions de décès, avec des disparités très fortes selon les territoires. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas géré la chance d'être pris en charge comme on peut l'être ici à Lyon ou en France. Ce qui est encore plus frappant, c'est les projections. On parle de 30 millions de cas à horizon 2040. Et donc, compte tenu de ces évolutions, la priorité que s'est fixée l'OMS, c'est la prévention des cancers. Alors, ça implique un travail pour avoir une meilleure compréhension, notamment une meilleure prise en compte des facteurs de prédisposition. Et on collabore d'ailleurs à ce titre étroitement avec Jean-Yves Blais et ses équipes sur des facteurs génétiques.
Mais il y a également un autre enjeu qui est très fort et pour lequel la dimension territoriale est extrêmement présente. C'est gérer des facteurs exogènes. Et je vais prendre 2 exemples qui sont, je pense, très liés au phénomène d'urbanisation qui s'accélère à l'échelle mondiale. Le premier qu'on trouve dans les villes, c'est le phénomène de pollution atmosphérique. Et donc, les données de l'OMS montrent que 9 habitants sur 10 d'une ville respirent une air qui n'est pas conforme aux recommandations de l'OMS. Donc, vous voyez que ce n'est pas un privilège qu'on a à Lyon, c'est un phénomène assez généralisé. Et derrière, donc il y a un effet cocktail avec différents composants. Et donc, c'est important pour nous d'accompagner des mesures qui permettent une meilleure prise en compte de ces facteurs environnementaux. Ça fait partie d'ailleurs des priorités qu'on a mis dans le programme ShapeMade. Il y a un autre axe qui est lié plus, je dirais, à l'alimentation, aux habitudes de vie, c'est-à-dire qu'avec l'urbanisation, on voit qu'il y a un recours croissant à l'alimentation transformée. Et ça, aujourd'hui, c'est démontré que ça a une incidence directe sur la santé et sur les risques de cancer. Donc pour ça, on a 2 types d'actions. Une première, c'est de dire qu'il vaut mieux s'alimenter avec des produits frais de proximité que des aliments transformés. Et la deuxième, c'est que quand vous êtes obligé d'avoir recours à des aliments transformés, prenez en compte le Nutri-Score. Donc on a des équipes, nous, qui travaillent sur cet outil, qui est un exemple d'outil opérationnel pour communiquer avec les citoyens et faire en sorte qu'on limite, on va dire, l'impact de ces comportements à risque. Et puis derrière, il y a aussi, je dirais, des actions pour essayer de renforcer l'activité physique, parce qu'on sait que les villes ne sont pas forcément un cadre favorable pour ça. Alors, oui. Juste un petit mot, Monsieur Exercier, parce que au cœur de ShapeMade à Lyon, il y a ce qu'on appelle des ateliers. Monsieur Fleury en a dit un mot. Et il y a un atelier justement sur les questions liées au cancer. Qu'est-ce que vous attendez d'ateliers comme ceux-là? Alors, ces ateliers, pour l'instant, c'est surtout les chercheurs qui, pour l'instant, se voient entre eux, mais de plein de domaines différents. Donc, c'est très ouvert, mais c'est pas encore ouvert à d'autres acteurs que ceux de la recherche, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, d'un atelier comme ça? Alors, nous, on est mobilisés sur l'atelier cancer du fait de notre mission, mais pas uniquement, et c'est tout l'intérêt de ShapeMade, c'est qu'on nous a dit, vous êtes aussi bienvenus dans l'atelier données, où mon collègue Mathieu Foll représente l'agence, sur les données. On est présent également au sein de l'atelier territoire, et c'est tout l'intérêt d'être dans ShapeMade, c'est d'avoir accès à des compétences qui vont au-delà de celles qu'on trouve dans notre centre, des compétences en géographie, en statistique et autres. C'est aussi l'intérêt de, je pense, préfigurer ce qui peut être des programmes d'expérimentation sur le territoire, c'est-à-dire qu'avant de déployer à grande échelle des programmes, c'est intéressant de les tester localement. Donc on a eu l'occasion de le faire il y a quelques années dans le cadre du CLARA sur la vaccination, parce qu'on est sur un pôle de compétences extrêmement fort sur la vaccination à Lyon, notamment HPV. Et donc c'est je pense, un lieu qui peut servir de territoire d'expérimentation, avec, je dirais pour nous, quand même un enjeu fort, c'est que dès lors que ça se traduit en termes de politique publique, on a pour mission de transférer ça à nos collègues de Genève qui l'ont déployé à l'échelle mondiale, mais on peut très bien, localement, déjà tester en amont un certain nombre de programmes. Merci beaucoup. Alors, pour chaque table ronde, on a prévu un petit moment d'échange. C'est l'idée quand même de ShapeMade à Lyon, c'est d'être dans l'échange. Donc, si vous avez envie de discuter avec les intervenants, de poser une question, de faire une remarque, de faire partager votre expertise, de témoigner, n'hésitez pas à le faire. On a des micros là, on vient jusqu'à vous, c'est tout simple. Ah ouais, Frédéric Veuve, c'est impressionnant, c'est vrai, c'est beau, c'est magnifique. On est sous les ors de l'Université Lyon 2.
Ok, je vous laisse réfléchir. Bon, là, j'ai un monsieur qui est là. On a une question. Il y a une question là, je vous en prie, chère madame. Bonjour, merci beaucoup. Alors, on va allumer votre micro, parce que s'il n'est pas allumé, ça ne va pas marcher. Si, ça marche. Bonjour, merci beaucoup. J'en profite déjà pour féliciter ce projet et en particulier l'invitation de politique ici parce que l'enjeu se trouve là aussi. Je prends l'exemple de l'alimentation. Donc c'est effectivement, parmi tant d'autres, hein, mais c'est effectivement important de savoir, d'informer la société sur ce qui est mieux sur la meilleure alimentation. Après, il faut aussi que les gens puissent acheter cette meilleure alimentation. Donc, je suis économiste. Bon, il y a des systèmes de subvention, de taxation qui peuvent être mis en place. Enfin, les mécanismes sont connus. L'information peut être donnée à la société. Après, il y a des décisions politiques à prendre, effectivement, pour encourager les gens à consommer, par exemple, comme il faut. Ça, parmi tant d'autres choses. Donc, je crois que c'est vraiment important de garder, pendant ces 10 années et plus, le lien avec les politiques sur ce qu'il faut vraiment faire pour que la recherche qui se fait dans ShapeMed serve vraiment, en fait. Donc, merci. Merci, madame. Donc, vous insistez sur le lien avec le politique. Merci pour cette contribution. Vous voulez dire un mot Oui, on réfléchit à la métropole sur un projet de justice alimentaire qui vise pour les personnes les plus en difficulté, les plus précaires, de pouvoir avoir un panier par mois. Donc ça fait partie des projets qui vont de pair sur comment on peut mieux s'alimenter. Alors bon, ça sera pas, on va pas, mais ça fait partie du projet. Madame de Laurence. Oui, juste pour rebondir, et ce n'est pas une réponse absolue, votre question elle a toute sa dimension et malheureusement il n'y a pas de solution. Mais en tout cas, oui, c'est un vrai sujet politique. Et à Lyon, par exemple, on a souhaité améliorer la part de bio dans les cantines et de circuit local sans augmenter le coût des cantines. Donc c'est un choix politique, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est quand même un gros investissement. Et c'est vrai que c'est important parce que ça réduit aussi les expositions à de la viande ultra transformée. Enfin voilà, donc c'est une des réponses. Monsieur voulait intervenir. Merci. Allez-y, ça marche. C'est bon ? Hubert Marotte, responsable d'une équipe INSERM à Saint-Étienne et assesseur à la recherche de mon doyen à la fac de médecine. J'avais une interrogation sur la définition du territoire, parce que l'UJM est associé au projet et deuxièmement... l'école des mines de Saint-Étienne est également partenaire associé. Donc, quelle était votre vision du territoire ? Deuxième question, on a parlé... Alors, on va en prendre qu'une, hélas, parce que, hélas, il faut qu'on avance, hein, mais c'est passionnant. Alors, la définition du territoire, il y en a deux au moins, moi, parce qu'on parlait de santé et territoire, mais c'est les territoires en général. Hein, en général, oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi la question du territoire lyonnais, parce qu'on est chez nous, quoi. Un petit mot, là, sur la définition du territoire ? C'est vrai que le territoire, moi je peux en parler parce que c'est vrai que voilà, c'est important et c'est vrai que c'est là, vous avez raison, de notre rôle politique. Voilà, on sait que le sujet de la santé, c'est un sujet d'excellence, hein, bien sûr, pour la région, et on voit bien pour mes collègues aussi ici. Et notre rôle est bien sûr de fédérer et de faire en sorte que les projets qui émergent soient des projets d'équipe qui associent bien évidemment le territoire. Mais je pense que Saint-Étienne est largement aussi intégré sur ce site Lyon-Saint-Étienne. On intègre aussi, bien sûr. Moi, je suis métropole de Lyon, mais je suis d'accord parce que ma femme est stéphanoise. Et je suis stéphanoise aussi. Je ne dis pas trop à Lyon, mais je suis stéphanoise. Bon, on voit bien qu'en tout cas, sur le territoire ici, il y a vraiment des briques et des intentions, y compris politiques, qui vont vraiment dans le sens de ShapeMed at Lyon, hein, avec cette idée de transdisciplinarité, le One Health, l'idée d'être très participatif. Par exemple, tout ça, c'est des choses qui vont vraiment dans le sens de ce mouvement qu'engage ShapeMed at Lyon. Dans quelques instants, vous allez vous retrouver ici, puis on va prendre une petite photo souvenir, si vous voulez bien. Mais avant cela, on va vous applaudir pour vous remercier.